Et c'est l'heure du bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire avec Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Uhuru Kenyatta a reçu hier lundi par le président américain à la Maison-Blanche la première rencontre bilatérale officielle entre les deux hommes. Suite à l'invitation de Donald Trump, le président kényan est arrivé samedi dernier à Washington pour une visite de 4 jours aux États-Unis. Les deux chefs d'État ont discuté coopération régionale et questions sécuritaires. Ils ont aussi parlé commerce et investissement, nous dit Abou Sila. Au cours de leur rencontre ce lundi à la Maison-Blanche, Uhuru Kenyatta et Donald Trump ont parlé du processus de paix au Soudan du Sud, alors que les négociations continuent à Khartoum entre le gouvernement et les rebelles sous l'égide de l'IGAD. Ils ont aussi discuté de lutte contre le terrorisme. Le Kenya est en effet le partenaire privilégié des États-Unis dans la lutte contre le groupe Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda en Somalie. Or, depuis l'élection de Donald Trump, les États-Unis ont intensifié leur présence dans le pays, ainsi que les frappes contre le groupe islamiste. Selon Nguero Gitaye, ambassadeur Kenya à Washington, des objectifs économiques au cœur de la rencontre. L'augmentation des exportations du Kenya vers les États-Unis au sein de l'AGOA, la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique et même des négociations sur des accords post-AGOA en vue d'un accès facilité au marché américain pour les produits kenyans. Uhuru Kenyatta souhaite aussi attirer des investissements, d'où la rencontre avec des représentants du monde des affaires. L'occasion pour le président kenyan de chercher soutien et financement pour le développement de l'industrie kenyane, un des 4 piliers de son programme pour le pays. Cette rencontre va réaffirmer les relations entre les États-Unis et le Kenya en tant que pierre angulaire de la paix et de la stabilité en Afrique et dans la zone Indo-Pacifique, indique le communiqué de la Maison-Blanche. Aujourd'hui, le Kenya est le pays d'Afrique subsaharienne qui reçoit le plus d'aide américaine, tout secteur confondu. Et nous continuons avec cette actualité à la Cour pénale internationale. La CPI, l'accusation et la défense prendront donc la parole pour la première fois à partir de mardi, donc aujourd'hui, dans le procès de l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda, à près de 3 ans après l'ouverture des débats devant cette Cour pénale internationale. Diakité Ibrahim. L'ex-rebelle avait plaidé non coupable en septembre 2015 des 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité qui lui sont reprochés. Autrefois surnommé Terminator, Ntaganda est accusé d'avoir commandité des meurtres, pillages et viols d'enfants soldats commis par ses troupes en 2002-2003 en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, au cours d'un conflit qui coûtera la vie à plus de 60 000 personnes selon les ONG. De mardi à jeudi, accusation et défense joueront leur dernière carte avant un jugement qui sera au cœur de l'attention après l'acquittement surprise par la chambre d'appel de la CPI en juin du Congolais Jean-Pierre Bemba, condamné à 18 ans de prison pour des crimes commis par ses troupes en Centrafrique. Lors de sa prise de parole, en tant que premier témoin pour sa propre défense en juin 2017, Bosco Ntaganda a cherché à se présenter comme un être humain, selon son avocat, le Canadien Stéphane Bourgeon. Face à ces juges, l'ancien rebelle avait affirmé avoir aidé à mettre fin au génocide rwandais en 1994 où il a vu des horreurs. Je ne veux plus qu'aucune autre communauté puisse vivre ce que ma communauté a vécu, avait-il révélé d'une voix faible. C'est sans doute ce qu'il répétera dans un ultime espoir de convaincre les juges. Il est prévu que Bosco Ntaganda fasse une déclaration non assermentée vers la fin des plaidoiries finales, a indiqué Maître Bourgeon à l'agence France Presse. Général dans l'armée congolaise de 2007 à 2012, Ntaganda était le fugitif le plus recherché dans la région des Grands Lacs jusqu'à ce qu'il se rende de manière inopinée en 2013 pour demander son transfert à la CPI. Après l'invalidation de leur candidature à l'élection présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo, les prétendants rejetés affinent leur stratégie et pour certains préparent les recours qu'ils entendent déposer sur 25 candidatures déposées à la Commission électorale nationale indépendante. Eh bien, la CENI n'en a accepté plutôt que 19. 3 des 6 recalés, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzito
Zito et Sami Badibanga ont d'ores et déjà annoncé leurs intentions de faire appel auprès de la Cour constitutionnelle. Plus de 80 candidats ont manifesté leur intention de se présenter à l'élection présidentielle de février 2019 au Sénégal, a-t-on appris hier lundi au début d'une campagne de collecte de parrainage destinée à limiter le nombre de candidatures dans un pays qui compte plus de 300 partis politiques. Cette campagne doit durer au moins 4 mois jusqu'à la période prévue pour le dépôt des candidatures entre le 11 et le 26 décembre. C'est ce qu'a expliqué un responsable du ministère de l'Intérieur. Une loi votée en avril impose dorénavant à tous les candidats et non plus uniquement à ceux de la société civile de recueillir le parrainage de 0,8% à 1% du corps électoral, soit environ 52 000 signatures réparties dans au moins 7 des 14 régions du pays, à raison de 2 000 par région au minimum. Et puis des représentants des ethnies namibiennes Herero et Nama ont exigé hier lundi à Berlin que l'Allemagne présente enfin ses excuses pour les massacres perpétrés au temps de la colonisation. Une excuse permettrait de guérir des blessures émotionnelles. C'est ce qu'a déclaré la présidente de la fondation Ova Herero Génocide lors d'une conférence de presse à Berlin. L'appel intervient avant une cérémonie demain mercredi de remise de restes osseux d'Hereros et de Nama, donc dérobés il y a plus d'un siècle, qui aurait pu être, selon elle, une occasion pour le pays de présenter officiellement ses excuses. Et puis nous terminons avec cette information. L'un des principaux responsables du groupe État islamique au Grand Sahara, Mohamed Ag Al-Mouner, a été, et 2 civils ont été donc tués dans une opération de l'armée française dimanche dans la région de Ménaka, c'est dans le nord du Mali. C'est ce qu'a annoncé hier lundi à Paris l'état-major français. Les blessés ont été pris en charge par les équipes médicales de l'armée française déployées sur place. C'est la fin de ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. L'actualité sera de retour à 9h. Je vous retrouve demain dès 5h.